Salut les patapons, bienvenue sur la petite chronique de Spyro le Dragon. Nous ne sommes plus qu'à 3 semaines de mon déménagement et j'ai jamais reçu autant de trucs à tester en si peu de temps alors que franchement je suis en plein dans les cartons. Mais bon, je me suis dit qu'après tout, dans la mesure où une fois mon déménagement en cours, ce sera plus compliqué de faire des vidéos pendant un certain temps, autant en profiter pour vous faire un max de vidéos tests avant qu'on soit dans le feu de l'action. Voilà, donc aujourd'hui c'est une spéciale Belchine. Je vais tester 2 objets qui m'ont été envoyés par Belchine. Donc Belchine, c'est celui qui m'avait déjà envoyé la Mutch G2, pour ceux qui suivent un petit peu les chroniques. Donc c'est un partenaire belge qui vend des produits chinois, à la fois pas cher et pourtant intéressant, ou intrigant, ou innovant, enfin bref. Aujourd'hui, on va tester 2 objets et le premier, c'est le petit casque Bluetooth qui est ici. C'est un test qui va aller assez vite et celui de l'objet suivant aussi d'ailleurs. C'est pour ça que je les réunis tous les deux dans une seule vidéo, parce que ce sont l'un comme l'autre des accessoires et non pas des objets indépendants. Donc on commence tout de suite avec le test du casque Bluetooth NT1 de chez Minix. C'est parti. Bien, alors, le gros plus évidemment du NT1, c'est son prix, puisqu'il est vendu chez Belchine 45 €. Pour vous donner un ordre d'idée, mon précédent casque Bluetooth, un Philips, lui m'avait coûté 80 €. Et il n'était pas d'une qualité extraordinaire en plus. Voilà, donc la particularité numéro 2 de ce casque, par rapport à un casque Bluetooth classique, c'est d'être compatible avec le NFC. Vous voyez ce logo, le N bleu, là, c'est le logo du NFC. Autrement dit, l'appairage Bluetooth ne nécessite pas de faire des manœuvres complexes. Il suffit de faire toucher le téléphone et le casque, de les mettre en contact, et hop, l'appairage se fait tout seul. Sous réserve, bien sûr, que votre téléphone soit doté du NFC et que ce ne soit pas un iPhone, parce que chez Apple, à part pour Apple Pay, le NFC sert absolument à que dalle. Voilà. Donc on a un beau NT1 en lettres d'or, n'est-ce pas? Bluetooth Stereo Headset with NFC de chez Minix, donc c'est une marque hongkongaise. Bon, il n'y a pas grand chose à dire sur l'emballage, c'est assez basique. On retrouve nos petits logos habituels de la poubelle barrée, le ROHS, etc. Alors j'ai aucun moyen de savoir si ces logos sont véridiques ou pas. Je pense que oui, la marque a l'air quand même assez sérieuse. Voilà, l'emballage il est très très beau, très très soigné, hein. Les côtés sont transparents et laissent apparaître le casque, comme vous pouvez le voir. Donc on voit les logos NFC, Bluetooth, version 3.0 plus EDR. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas mis du 4.0, c'est étrange. Néanmoins, ça n'a pas l'air d'avoir un impact vraiment terrifiant sur l'autonomie, donc c'est pas... Multilink avec 2 appareils, donc on peut utiliser ce casque avec 2 appareils différents, et la batterie est donc rechargeable. Oui, ça paraît évident. De l'autre côté, on a un micro incorporé, donc ça c'est pour faire des appels en mode main libre. Ça sera un kit main libre un peu encombrant, mais enfin bon, si vous êtes en train d'écouter de la musique et que le téléphone sonne, vous pouvez répondre sans avoir à retirer votre casque, c'est plutôt sympa. Donc on peut évidemment du coup se servir aussi de ce micro pour commander à la voix son téléphone, compatible avec Siri, mais également avec Google Now, même si c'est pas marqué. Les basses sont boostées, ça je vais y revenir, c'est important. Et sur l'iPhone et l'iPad, on peut savoir combien de batterie il reste sur le casque, une fonctionnalité qui apparemment n'est pas disponible sur Android. Voilà, donc ici c'est le casque blanc, mais sachez qu'il existe aussi en noir. Et puis bon, on nous parle des dimensions, il y a tout un tas de choses qui ne sont pas vraiment extraordinairement intéressantes. Vous voyez, eux ils disent musique jusqu'à 10 heures. On a un QR code qui j'imagine nous amène sur Facebook, vu qu'il y a le logo juste à côté, etc. etc. Bon, ce qu'on va faire, on va le déballer tout de suite. Alors moi, je vais utiliser ce casque conjointement avec un Galaxy S4. Ça tombe bien, il est listé parmi les appareils compatibles. Galaxy S4, voilà. Donc j'espère que tout va bien se passer. On va voir ça tout de suite. Allez, unboxing, c'est parti. Il faut vraiment y aller très doucement pour défaire l'emballage de ce produit sans le déglinguer. D'abord, il faut faire attention à cette petite languette qui est en plastique, pas en carton, et qu'il faut faire passer comme ceci.
Et ensuite, en fait, on sort un bloc gris comme ça. Il n'y a rien d'autre dans la boîte, elle est vide. Vous voyez. On sort un bloc gris comme ça, qu'il faut lui aussi ouvrir très délicatement par le haut, comme ceci. Ça a l'air assez fragile l'emballage. Enfin bon, après, si vous êtes un gros bourrin et que vous en foutez de la boîte, vous pouvez la dépioter, c'est pas grave. Mais voilà, donc le casque se retire comme ça, on va y revenir. Et au fond de la boîte, on trouve deux autres petites choses, à savoir... Pardon. Une petite notice qui est entièrement en anglais, qui est succincte mais suffisante. Et un casque micro USB qui sert exclusivement à recharger la batterie en fait. Pour le casque en lui-même, donc là c'est la version blanche comme je vous l'avais dit tout à l'heure, on voit qu'il y a des petits logos Bluetooth, le logo du NT1, ici le NFC, donc c'est ici qu'il faudra mettre le contact avec le téléphone, les commandes, je vais y revenir, avec le bouton power au centre. Ici sur le dessous on voit la prise pour brancher la recharge, et on a deux voyants qui permettent de savoir où en est la charge de la batterie et si oui ou non vous êtes connecté avec le Bluetooth de votre téléphone, tablette ou autre engin compatible Bluetooth. Voilà. Alors, en termes de qualité de fabrication, il y a un truc déjà qu'il faut regarder tout de suite quand on achète ce genre de casque, c'est au niveau des réglages, puisqu'on peut régler la taille du casque évidemment, est-ce qu'il y a une bande métallique pour renforcer l'arceau? Parce que moi j'avais acheté un casque Thomson qui n'avait pas le renfort. Le truc a tenu à peu près 3 mois. Faites pas attention, j'ai reçu un mail. Le truc a tenu à peu près 3 mois, disais-je, avant de me péter dans les mains parce qu'il n'y avait pas le renfort métallique. Et à force d'écarter le casque comme ça, ça avait fini par péter à une des jointures. Donc là, est-ce qu'il y a un renfort métallique? Oui, il y a une bande métallique qui renforce le casque. Donc a priori, sauf si évidemment vous y allez comme une grosse brute, vous ne devriez pas le péter. Sur ce casque-là, la faiblesse m'a l'air d'être située à ce niveau-là, entre la partie plastique dur et la partie molle ici, qui sert de coussin pour pas que ça vous fasse mal à la tête. Je pense que, vous voyez, c'est à cet endroit-là que si vous forcez comme une grosse brute, vous pourriez éventuellement l'endommager. Mais vu qu'il y a un renfort métallique, sous réserve que vous soyez précautionneux, ça ne devrait pas poser de problème. Alors, on peut le régler à... Il y a combien de crans? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Il y a 7 crans de réglage de chaque côté. Mais faut pas avoir une trop grosse tête. Parce que moi, personnellement, je suis obligé de me mettre à 6 pour que ce soit confortable. Et je pense pas avoir une tête démesurée. Genre, si vous êtes hydrocéphale, oubliez ce casque. Achetez-vous des oreillettes. Voilà. Je sais pas si j'ai bien fait de dire ça. C'est pas grave, on le laissera au montage quand même. Alors, comment est-ce qu'on fait fonctionner ce casque? Vous allez voir, c'est assez simple. C'est un casque, tout bête. On appuie quelques secondes sur le bouton ici, et une voix va vous dire « Power on ». Alors, je vais essayer de vous le faire écouter en collant le micro à 2 doigts du casque. Bon, je ne sais pas si vous aurez entendu ça, mais il y a une voix féminine qui vous dit « Power on ». Et on voit ici en dessous un voyant clignoter. Voilà. En fait, vous mettez le NFC comme ça, sur l'appareil. Voilà. Et hop, vous voyez le message apparaître. Vous répondez « oui ». Et ensuite, on va voir que là-haut, le Bluetooth va se... Vous allez voir, on va avoir des petits triangles apparaître. Quand l'association sera faite. Voilà, ça y est. Tac, vous voyez, il n'y a rien eu à faire à part mettre les deux en contact. Voilà, donc ça, c'est comment appairer le casque. C'est vraiment très facile. Au niveau ensuite de l'utilisation du casque, c'est assez simple. Gauche et droite vous permettent d'aller sur la chanson précédente et la chanson suivante. Plus et moins vous permettent de régler le volume sonore. Sachant que quand vous faites un double tap sur n'importe lequel de ces boutons, ça décroche le téléphone ou ça le raccroche. C'est pas d'ailleurs forcément très pertinent parce que parfois pour augmenter le son on a tendance à appuyer plusieurs fois et boum ça vous lance l'application téléphone sur votre téléphone. Ça je pense que ça aurait peut-être pu être amélioré ou alors il aurait fallu rajouter un petit bouton peut-être sur le côté ou je sais pas pour décrocher le téléphone, un bouton supplémentaire. Bon, c'est pas dramatique non plus, mais sachez-le. Un autre truc que j'ai trouvé un peu dommage au niveau des contrôles, c'est que précédent et suivant, bon, pourquoi pas, c'est gauche et droite, ça paraît logique, mais quand on porte le casque,
Gauche se trouve, hein, puisqu'il faut le porter dans ce sens-là, vous voyez, droit et gauche sont indiqués à l'intérieur du casque, donc vous le portez comme ceci, sur vos oreilles. Du coup, quand vous le portez, la flèche qui va vers l'avant, vers devant vous, est la flèche qui vous emmène à la chanson précédente. Or, ça aurait été plus logique que ce soit l'inverse. Donc, sur mon casque Philips, c'était plus logique à ce niveau-là. Là, il faudra garder à l'esprit qu'il faut appuyer ici, donc vers l'arrière, pour passer à la chanson suivante. C'est pas terrible. Bon, évidemment, quand on tient le casque comme ça, face à soi, ça paraît logique, mais je veux dire, quand on passe à la chanson suivante ou précédente, c'est qu'on est en train d'écouter de la musique, et donc on l'a pas face à soi, le casque, on l'a sur ses oreilles. Donc je trouve que Minix aurait dû inverser ces deux flèches. C'est vraiment le seul reproche que je ferais au niveau de l'interface, puisque, à part ça, ça fonctionne très très bien. Voilà. Donc voilà un petit peu comment fonctionne le casque au niveau de l'interface. Au niveau du confort, le casque, il est plutôt agréable, il isole plutôt correctement des bruits extérieurs. Une fois qu'on a bien réglé la taille, il n'y a pas trop de problème. C'est peut-être un petit peu... comment dire ça, j'aurais aimé que, ici, vous voyez, les articulations soient un petit peu plus amples. On peut régler l'inclinaison, mais c'est assez faible, hein, plus ou moins 5 degrés, je dirais, à peine. Par contre, le casque est léger, on le porte pendant des heures sans que ça fasse mal à la tête ou quoi que ce soit. Donc, niveau confort, ça va. Pas de reproche à faire. Niveau qualité de son, c'est quand même l'élément le plus important dans un casque. Bah là, je ne peux malheureusement vous parler que de mon expérience personnelle. Le casque a des moyens qui manquent de précision et des basses qui sont trop fortes et qui sont étouffées. Mais j'ai envie de dire, c'est souvent le cas des casques comme ça, à moins de 100 euros. Mon Philips à 89 euros, c'était pareil. Donc c'est pas un gros reproche, d'autant plus qu'il suffit de faire quelques réglages sur votre application musicale, si elle le permet, pour que ça corrige les défauts du casque. Autrement dit, c'est plus un problème de calibrage que de qualité des haut-parleurs. Tant mieux, hein, vu que dans ce cas-là, on peut le corriger. En utilisant le réglage rock ou techno de PowerAmp, si vous utilisez PowerAmp sur Android, le casque n'a plus ces défauts-là. Les basses deviennent plus précises, moins omniprésentes, et les moyens retrouvent leur précision. Donc, c'est pas un problème dans la mesure où vous avez une application musicale qui permet de faire des réglages des graves et des aigus. Vous pourrez rectifier le tir. Une fois que le tir est rectifié, ce casque sort un son dont la qualité n'a rien à envier à mon Philips. Et je trouve que la qualité son de mon Philips est très bonne. Donc pour 45 euros, ce casque est vraiment une bonne surprise. Il sort un son vraiment propre, il fonctionne bien, l'interface est efficace et le confort est au rendez-vous. Donc voilà, si vous cherchez un casque à moins de 50 euros, Bluetooth, avec un bon confort, avec un bon son, et qui vraiment fait le taf sans difficulté, eh ben, c'est une bonne affaire. Je vous conseille d'aller faire un petit tour. Dans la description de la vidéo, il y a le lien vers ce produit naturellement. Je suis Charlie. Ce n'est pas une NES que Belchine m'a envoyée. Pourtant, c'est bien une NES que j'ai posée sur ma table. Alors quoi, je suis devenu fou? Non, vous en doutez. Le produit que je vais vous montrer dans un instant a un rapport direct avec la NES. Le produit dont on va parler aujourd'hui, c'est une manette qui reprend le look and feel de la manette NES. Alors pourquoi pas vous avoir juste montré la manette? Pourquoi vous parler de la console aussi? Eh bien parce que la console entre en ligne de compte aussi pour le test, et pour cause. Voici l'emballage du produit qu'on va tester aujourd'hui, la NES 30. Et vous pouvez remarquer que le constructeur a eu la bonne idée de faire un emballage qui ressemble à une petite NES. On retrouve les petites ailettes ici de ventilation comme là, la bande noire y compris sur le devant comme ici, tac, le texte en rouge comme ici, le texte en rouge sur la trappe qui grince horriblement. Ah, je vais vous faire souffrir un peu. Ah, j'adore.
Donc voilà un petit peu l'emballage. Alors faites pas attention aux pastilles là, hein. C'était les éléments qui scellaient l'emballage. Je les ai déplacés pour pouvoir l'ouvrir sans difficulté pendant le test. Donc voilà, la NES 30 est un contrôleur de jeu qui fonctionne à la fois en Bluetooth et en USB. On a une photo du produit ici sur le devant. Il n'y a pas grand chose à dire sur l'emballage, il y a un certain nombre de choses écrites derrière. Alors, c'est un emballage que je trouve un peu faux cul, moi, personnellement, parce que, par exemple, la première ligne dit NES, 30e anniversaire, édition, machin, rétro design, le même toucher, le même feeling. Bon, c'est bien tout ça, mais ce produit n'est pas un produit officiel Nintendo. À aucun moment, il n'est marqué Nintendo sur l'emballage. Donc je trouve que rendre hommage à Nintendo, mais sans vouloir leur payer des royalties, c'est un petit peu ambigu comme attitude, hein. Donc c'est pas vraiment un produit legit, on va dire, hein. D'ailleurs, ce qui m'a beaucoup fait rire, c'est que en petit ici, là, le texte qui est écrit en tout petit, c'est marqué iPad et iPhone sont des marques de Apple, Android est une marque de Google, Windows est une marque de Microsoft, toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Ok, donc Nintendo, vous pouvez bien vous la mettre profond. Bien voilà, bon, j'ai poussé la NES parce que elle est magnifique, mais elle prenait toute la place sur la table. Et on va regarder un petit peu de plus près l'emballage de la NES 30, ou plus exactement l'intérieur de l'emballage. Donc, ça s'ouvre comme ceci. Apparemment, la photo du produit est en taille réelle. Donc voilà, on voit la manette tout de suite, hein, direct, on tombe dessus. Elle est dans un petit logement en carton. Hop, on va la défaire gentiment, on va la mettre là. Sous ce logement en carton, il y a une notice qui est bien faite parce que dès le début, hop, il y a un tableau récapitulatif et à vrai dire, vous pouvez vous contenter de ça. Le reste, c'est juste des explications un peu plus détaillées. C'est en anglais pour la première moitié, puis ensuite c'est en chinois, ce qui ne nous intéressera pas des masses, évidemment. Bon, notice d'une qualité convenable et qui a au moins l'intérêt d'être en couleur. C'est assez rare pour être souligné. Voilà. En dessous, le petit volet ici, il y a 2 compartiments. Alors, on va les sortir tous les deux. Hop. Et hop. Alors, on va commencer par celui-ci. À l'intérieur de ce compartiment-ci, il y a un truc totalement inutile. C'est un porte-clés. Bon, c'est joli, hein, c'est en métal, c'est assez finement travaillé, etc. C'est marqué 30e anniversaire, mais comme c'est pas un produit officiel Nintendo, et comme de toute évidence, aucune allusion à Nintendo n'est faite de manière ostentatoire pour pas avoir à leur payer des royalties, bah ce truc-là, c'est juste un bout de ferraille, quoi, j'ai envie de dire, hein. Et puis, dans ce deuxième emballage, il y a un câble gris, qui est supposé être du style NES. On voit le logo de 8BitDo dessus, donc c'est pas un câble générique. Il est supposé être dans le style NES, puisqu'il reprend les couleurs grises de l'emballage et de la manette. Mais il y a un tout petit problème, c'est que la manette, la vraie, je l'ai, et le câble sur la manette, il est pas gris, il est noir. Donc là, les mecs, bah, vous avez raté votre coup, il fallait faire un câble noir. Alors la manette se présente en 2 parties. La partie du bas se détache, vous voyez, il y a un petit logo ici, on tire, hop, c'est assez facile, hein, ça se déboîte facilement. Il y a une sorte de petit socle en plastique, je vais y revenir dans un instant. Donc comme j'ai la chance d'avoir une manette originale, on va dézoomer un petit peu, tac. Je vais mettre la vraie manette de NES à côté, hop, voilà. Est-ce que on est sur du comparable? Alors, en termes d'épaisseur, on est bon. En termes de largeur, on est parfait. En termes de hauteur, nickel. Alors, au niveau du layout de la manette, on a la même croix directionnelle à peu de choses près, les boutons Select et Start, avec les mêmes petits bandeaux ici. Par contre, au niveau des boutons rouges, c'est là que ça se gâte un peu. D'abord, sur la manette originale, les marquages sont sur la manette, pas sur les boutons en eux-mêmes. Là, ce sont les boutons qui sont marqués A, B, X, Y directement. C'est dommage de ne pas avoir repris l'idée de Nintendo d'écrire sur la manette. Donc là, il y a un petit écart déjà. Et puis surtout, et c'est là que vous le constatez tout de suite, il n'y a que 2 boutons sur la manette officielle Nintendo, et là, il y en a 4. Alors, j'apprécie le fait d'avoir des boutons supplémentaires pour avoir plus de possibilités de contrôle. Mais là, on est supposé être sur une manette de NES. L'intérêt de cette manette, c'est essentiellement de jouer à l'émulateur de NES.
Et il y a 4 boutons de trop là. Les boutons X et Y, et puis aussi les boutons L et R sur les côtés n'ont rien à foutre sur une manette de NES. On devrait avoir que 2 boutons disposés comme ça, et puis voilà. C'est dommage parce que quand on va jouer à l'émulateur de NES, et c'est là que ça aurait été le plus sympa évidemment, on va pas retrouver exactement les mêmes sensations. Bon voilà, bref, là franchement on est sur quelque chose qui est de qualité, on peut pas le nier, mais bon, je reviens toujours à ça. Je trouve ça un peu bête de pas être allé jusqu'au bout du concept et de pas avoir assumé le fait que c'était une manette de NES et d'avoir rajouté des boutons en plus. C'est un peu bizarre. Bon. Alors, en plus évidemment de ces boutons supplémentaires, on a le câble pour recharger la batterie ou pour se brancher en USB, et 2 petits voyants ici qui permettent de savoir si la manette a de la batterie et si elle est appairée en Bluetooth avec un appareil. Donc c'est ce que je vais faire, je vais l'appairer à mon smartphone et je vais vous faire une petite démonstration rapide de ce que peut faire cette manette. C'est parti. Voilà, donc une fois de plus, pour les besoins de ce test, j'utiliserai mon Galaxy S4. Voilà, c'est un Black Edition. Enfin non, c'est l'arrière du Black Edition et l'avant du classique. Je trouve que c'est le combo ultime sur le S4. Enfin bref, bon, je vais pas commencer à parler de mon téléphone, c'est pas le sujet. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir l'utilité de ce fameux socle là. Je vous ai dit que j'allais y revenir. Alors, si je trouve le X noir à l'arrière un peu disgracieux, je trouve que le concept est plutôt pas mal. On se sert en fait de ce truc comme d'un socle, c'est-à-dire que je prends mon téléphone et je peux le mettre comme ceci, toc, dans le socle, et ça tient très bien. Ça tient très bien, il n'y a pas de problème. Notez qu'il y a 2 inclinaisons possibles, puisque l'autre griffe est un tout petit peu différente et permet de pencher le téléphone un peu moins. Voilà. Alors, ça fonctionne bien. Par contre, petit bémol, si vous voulez vous servir du téléphone en mode portrait, il y a certains jeux avec lesquels ce sera plus intéressant, du côté où c'est le moins penché, ça tient à peu près, mais c'est juste, et il faut pas avoir un téléphone trop petit, sinon c'est baisé. Donc là, pour info, le S4 a un écran de 5 pouces. Par contre, de l'autre côté, c'est même pas la peine d'y penser, parce que le poids du téléphone le fait tomber. Ça penche trop, et ça se casse la gueule. Donc, ça marche bien, ce petit machin, en mode paysage. En mode portrait, ça aurait peut-être mérité quelques petites améliorations. Mais bon, ça reste utilisable, c'est le principal. Voilà, donc là c'est bon, il est en bleu, j'ai mes 2 petits triangles en haut, c'est parti, je peux me servir de mon émulateur. Alors, je vais lancer mon petit émulateur, voilà, attendez, je vais poser le truc comme ça, je vais essayer de faire en sorte que vous puissiez voir pendant que je joue, ouais, comme ça devrait le faire, peut-être carrément le mettre là-haut. Oh, c'est magnifique, regardez-moi ça. Donc évidemment, on va commencer avec le grand classique, hein, Super Mario Bros. Hop. Donc, c'est parti. Avec du son, c'est mieux. Allez, on y va. Alors... non, pardon, oui, voilà, c'est mieux si j'ai les bons... Si j'appuie sur les bonnes touches. Alors, est-ce que ça fonctionne bien? Oui. Est-ce qu'il y a une latence? Peut-être, mais en tout cas, rien qui ne soit vraiment gênant en jeu. Allez, je vais essayer de finir le niveau. Histoire de vous montrer un petit peu comment ça se comporte. Ça fonctionne très bien. Bien, alors, d'abord, si vous voulez faire fonctionner cette manette avec des jeux qui ne sont à la base pas prévus pour fonctionner avec une manette, vous le savez, il va falloir faire un mapping de touches. Et pour ça, il faut évidemment une application. Elle est fournie avec la manette, enfin, dans la notice, on vous explique comment aller la télécharger. Attention, cette application ne fonctionnera que sur des téléphones routé si vous êtes sur Android et jailbreaké si vous êtes sur iOS. Donc sachez-le, inutile d'essayer de faire fonctionner cette manette avec des jeux qui ne sont pas prévus pour la manette. Si vous n'êtes pas soit routé, soit jailbreaké, ça ne marchera pas. Voilà, bon, c'est propre au système en eux-mêmes, hein. Malheureusement, le fabricant de la manette n'y est pour rien. Il ne pouvait pas faire autrement. Donc, la petite application, elle est assez simple.
on active l'appli en switchant le truc vers ici. Et on appuie sur le bouton X et Start en même temps sur la manette. Ça va la faire clignoter d'une manière un peu spécifique. Voilà. Tac. Et ensuite, ici, j'appuie sur Search. La manette apparaît. J'appuie dessus. Et ça va se connecter. Donc là, on me demande de taper le code PIN. C'est 4x0. Et je fais OK. Voilà, là le voyant est passé en vert. Dans mode, je m'assure que j'ai bien Gamepad de sélectionner, c'est le cas. Donc je peux quitter cette appli. Voilà. Et à partir du moment où j'ai quitté cette appli, elle est toujours en tâche de fond. Donc si je lance une application, par exemple on va lancer Retro Racing. Voilà, je vais baisser un peu parce que ce jeu-là gueule pas mal. Voilà. Donc là, je vais lancer une partie, hein, c'est pas très important. Voilà. Donc là, vous voyez que les contrôles sont tactiles en bas de l'écran. J'ai gauche, droite et accélération. Là, vous voyez, dans le bas de l'écran, les deux flèches ici et le triangle vers le haut. Ok, donc quand vous appuyez sur Select et Start simultanément, vous allez voir le mappeur de touches apparaître en bas de l'écran comme ceci. Hop, voilà. Alors, le mappeur de touches, il est très basique, simple, mais vraiment basique. Vous avez le stick, qui symbolise la croix directionnelle ici. D'ailleurs, je sais pas pourquoi ils ont mis un stick, mais on peut le mettre de deux tailles différentes en double tapant dessus et on peut le déplacer. Ouais, donc moi je vais le mettre ici. Mais le problème, c'est que je peux pas déplacer les touches directionnelles indépendamment l'une de l'autre. C'est-à-dire que par exemple, je peux mettre la touche haut où je veux et la touche bas où je veux. Je suis obligé de déplacer la croix tout entière à l'écran. Donc si par malheur vous avez un jeu qui nécessite par exemple d'appuyer sur la gauche de l'écran pour aller à gauche et sur la droite pour aller à droite, vous serez feinte et vous ne pourrez pas faire le mapping de touches avec le mappeur qui est fourni. Donc là j'ai mis les 4 boutons A, B, X, Y au même endroit, mais c'est pareil, hein, on peut les déplacer indépendamment l'un de l'autre. Vous voyez là je déplace le bouton Y par exemple, bon je vais aller le remettre en bas parce que sur ce jeu là il n'y a qu'un seul bouton, c'est pour accélérer. L et R sont ici, voilà. Donc une fois qu'on est satisfait de son mapping, on réappuie sur Select et Start et le jeu mémorise automatiquement. Le logiciel de la manette mémorise automatiquement ce mappage pour ce jeu-là. Et ensuite, à chaque fois que vous lancerez le jeu, le mappage se refera automatiquement. Bon, là, au moins, avec cette manette-là, je peux jouer à ce jeu-là en mode portrait avec le contrôle des touches. Voilà. Donc voilà, c'était comme ça que fonctionne le mappeur de touches. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. C'est basique, mais ça fait le taf. Voilà. Excusez-moi, mais j'avais très soif. Je suis enroué depuis ce matin, je sais pas pourquoi. Hop. Bien, alors il est temps de conclure la vidéo test de ces deux produits envoyés par Belchine, à qui je renouvelle mes remerciements évidemment. Alors je n'ai pas précisé, hein, la NES 30 vaut 35 €, et je vous rappelle que le casque lui en vaut 45. Je vous recommande clairement la manette. Le casque, je vous le recommande si vous cherchez à passer sur du sans fil sans vous ruiner, c'est une bonne petite affaire. Mon Philips ne fait pas mieux que celui-là, donc franchement c'est nickel. Bon, c'est vrai que les deux produits ont des petits aléas, mais rien qui soit vraiment du deal breaker. Je vous dis à tous à bientôt, soit dans la nouvelle maison, soit encore ici, mais ce sera pour la dernière fois, ça c'est sûr et certain. Portez-vous bien, à très bientôt. Tchuss!